Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Il y a quelque temps, ma blonde, à son émission à Cube, avait interviewé une propriétaire de sex shop. Et pour remercier Sophie de l'avoir interviewée, la propriétaire de sex shop lui avait donné un dildo. Okay, comme cadeau. Je sais pas si elle l'utilise quand je suis pas là. Je sais même pas le ranger exactement. Mais savez-vous que je vais dire à Sophie, fais attention Sophie, parce que ça a l'air que des hackers peuvent entrer dans ton jouet sexuel, va hacker la fréquence de ton jouet sexuel et prendre le contrôle de ton dildo. Qui sait ce qu'ils vont faire avec ça? On va parler avec Patrick Mathieu, cofondateur du Hackfest. Salut Patrick. Salut, ça va bien. Ben là, on parle de jouets sexuels qui utilisent le Bluetooth, parce que là, les pirates informatiques peuvent trouver le moyen de hacker la fréquence Bluetooth et de prendre le contrôle d'un jouet sexuel. Et là, je demandais à Maxime Sayer, mon recherchiste, qui connaît peut-être plus les jouets sexuels que moi. Je ne sais pas s'il a lu là-dessus ou s'il pratique la chose. Mais j'ai dit, pourquoi un jouet sexuel utilise Bluetooth? Puis il me dit, c'est parce qu'il y en a. Il y a des filles, par exemple, qui peuvent se mettre comme quelque chose dans le vagin. Puis ils vont au bureau. Puis en disant, ben, c'est mon chum qui est à la maison qui va le partir. C'est ça notre kick, nous autres. Fait que je vais être au bureau en train de, je sais pas, faire une vidéoconférence. Puis là, mon chum va dire, ah, tiens, il va partir ce qu'elle a dans le vagin, le jouet sexuel, puis là, ça part. Tu savais ça, toi, Patrick Mathieu? Que ça se faisait comme ça à distance? À distance, oui, c'est un sujet vieux, pas si vieux, mais on a parlé de ça au Hackfest en 2016. Il y a eu plusieurs recherches sur ça. Fait que ça m'a quand même fait sourire là, qu'on m'ait contacté tantôt. Mais oui, les jouets sexuels ont des autant Bluetooth que Wi-Fi, là, mais il y a du contrôle à distance. Avant, c'était plus comme une télécommande de télé, là, tu sais, infrarouge. Ben oui. Mais aujourd'hui, avec Internet, tu as le concept des objets un peu plus couple à distance, si on peut dire. Là. Fait que tu peux avoir quelqu'un en Europe, quelqu'un au Canada, puis tu payes sur les boutons, puis ça marche d'un côté puis de l'autre. Mais ça reste un objet connecté à Internet. Fait que peu importe ce que c'est, que ce soit votre téléviseur, ça, ou un réfrigérateur, ça veut dire qu'il y a une connexion à quelque part, donc il y a un risque de sécurité informatique. OK, Patrick, donc tout ce qui utilise Bluetooth ou Wi-Fi, tout ça, un bon hacker peut prendre le contrôle en trouvant la fréquence, en rentrant dans l'objet, quel qu'il soit. C'est pas aussi facile que ça. C'est pas juste de trouver la fréquence pour on y a accès. Le problème, c'est qu'il y a certains de ces compagnies-là, peu importe qu'on parle d'Internet des objets, puis ce qui est drôle, c'est l'Internet des objets, c'est le titre pour tous les objets connectés. Puis la recherche qui a été faite, puis il y a un site qui s'appelle comme ça, là, c'est Internet of Dongs, fait qu'il est un petit peu drôle. Mais il y a vraiment un chercheur en cybersécurité qui trouve les vulnérabilités sur tous ces objets connectés-là au niveau sexuel. Puis il y en a beaucoup. Mais le problème, c'est quand il n'y a aucun chiffrement, qu'on parle de Bluetooth, là, c'est une connexion. Tu sais, salut, est-ce que tu es là? Oui, je me connecte. Là, j'exécute des fonctions. Mais habituellement, il te faut un mot de passe. Tu sais, quand on se connecte dans la voiture, puis on fait pair le device, on se connecte, il va demander, il va montrer un code sur l'écran ou il va avoir un code quelconque qu'on va mettre sur le téléphone plus dans la voiture. Et si on enlève ça, ça veut dire que n'importe qui peut se connecter. Fait que s'il n'y a pas d'authentification, il n'y a pas de chiffrement, ben quelqu'un peut aller dans le milieu de ça. S'il découvre, évidemment, là, en scannant les ondes que quelqu'un a cet objet-là, ben, il pourrait rentrer dans le système et exécuter ce qu'il veut. Fait que là, on tombe dans un mode qui est spécial, par exemple, parce qu'on parle de viol, techniquement. Ah ben oui. Oui, c'est une fille, un jouet sexuel à l'intérieur d'elle, puis t'es pas son partenaire, c'est pas consentant. Elle avait une entente, et toi, tu prends le contrôle, par exemple, des boules chinoises électroniques qu'elle a dans le vagin. Là, effectivement, est-ce que ça pourrait être considéré par la loi comme une agression sexuelle? Je ne sais pas par la loi, mais techniquement, au niveau éthique, c'est aucun consentement, puis c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Il y a un film, malheureusement, je me souviens plus du nom, où il y a une scène où l'acteur sont dans un restaurant, puis la madame, elle échappe sa commande à terre, puis il y a un enfant qui apprend puis qui s'amuse à peser ses boutons.
Fait que ça, c'était la démonstration dans la présentation en 2016. Tout le monde part à rire, c'est drôle, mais dans la présentation, le chercheur, il dit, ouais, vous trouvez ça drôle, mais officiellement, c'est contre la volonté de la personne, donc nécessairement, d'une certaine manière, c'est un viol ou une agression quelconque. Wow. Et évidemment, il y a du contexte à avoir dans ça, mais ça peut aller jusque-là. Ouais. Le film Maximile me dit que ça s'intitule The Ugly Truth. Oui, c'est ça. Merci. Film. Okay. Merci, Maximile. C'est quoi l'intérêt pour un hacker de prendre le contrôle d'un vibrateur à distance? Très peu. Puis le risque est quand même faible. Je veux dire, de scanner les ondes, de dire, bon, j'ai découvert ça, je vais activer la fonction. Généralement, il faut avoir beaucoup de temps à perdre. Ça donne pas grand-chose. L'intérêt de ça est plus de sécuriser la majorité des Internet des objets, les IoT, c'est utiliser la puissance CPU pour faire peu importe ce qu'on fait avec. Fait que, tu sais, votre réfrigérateur, la sécurité de celle-ci, est-ce qu'on a un intérêt à le sécuriser? La majorité du monde vont dire non. Sauf que tu as des réfrigérateurs qui envoient du spam, qui participent dans des botnets pour faire des attaques. Fait que, tu sais, ça peut aller jusque-là. Évidemment, tu peux avoir des cas très ciblés de dire, bon, on va attaquer telle personne parce que oui, il y a un concept, on le sait à telle heure, telle chose, elle va l'utiliser. Mais je veux dire, ce risque-là est très faible. Là. C'est pas quelqu'un qui va se promener dans les rues et qui va réussir à faire ça partout, tout le temps. Ben, c'est ça. Donc, c'est important d'avoir un mot de passe. Peux-tu avoir un mot de passe pour sécuriser ton vibrateur? Non, le problème, c'est que les entreprises qui développent ces objets-là ne mettent pas de sécurité. Ils n'ont pas personne qui va faire la base comme dans la voiture. Fait que ceux qui font pas la base, tu te retrouves avec des objets qui peuvent être connectés via Internet ou Bluetooth, là, vont pouvoir se faire connecter par n'importe qui. Fait que à partir de là, le problème est au niveau entreprise avec les lois et autres. Puis ça revient à la même chose qu'on parle presque tous les jours. Là. Les entreprises qui font pas de sécurité vont avoir des problèmes de ce type-là. Mais écoute, eux se disent... C'est que tu peux blesser quelqu'un, là, parce que ça peut... Ben oui, si ça se met ça peut à vibrer de façon complètement débile, puis ça surchauffe et tout ça. Exact, parce que si tu contournes les fonctions de dire, ben mettons dans le logiciel, il dit, ben je vais faire, je sais pas, une vibration à la seconde, puis toi, tu réussis à y dire, ben je vais en faire 200, ben oui, tu peux aller faire mal à quelqu'un, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que ces entreprises-là pensent que parce que c'est un outil, un objet vraiment physique, il y a personne qui va aller trouver des vulnérabilités dedans. Mais c'est assez simple de nos jours de faire ça. Là. On est plus dans les années 90. Patrick, en terminant, avant Noël, je m'amusais avec Joseph Facal, puis on parlait des clichés qui nous tapent le plus ses nerfs au cinéma. Puis je t'imagine, toi, en train de regarder un bon film d'espionnage ou une série d'espionnage. On voit ça dans toutes les Christie de films. Il y a tout le temps un gay qui fait partie de l'équipe, là. Puis il ouvre son ordinateur, puis 2-3 clics, là, il rentre dans toutes les caméras de sécurité au monde, puis il peut, dans les lampadaires au coin des rues, fermer les lumières, faire passer le feu rouge au feu vert. Tu sais, toi, quand tu regardes ça, tu dois hurler, toi. Évidemment, c'est n'importe quoi. C'est un peu comme CSI. CSI qui résout un meurtre en 2 jours, là, comme la réalité, c'est 2 ans. Oui, c'est possible, souvent, ce qu'ils vont montrer dans les films. OK. Mais c'est pas un gars tout seul dans son sous-sol, c'est des équipes. Souvent, c'est des équipes qui appartiennent à des pays, ils sont 50, 200, des centaines de milliers de personnes. Ils vont passer des années à trouver un bug. Puis après, quand ils ont trouvé ce bug-là, ils vont aller s'infiltrer dans ces systèmes-là pour le jour qu'ils en ont besoin. Fait qu'aux États-Unis, l'année passée, là, vers le 3e quart de l'année à peu près, les États-Unis ont découvert que la Chine était dans les infrastructures critiques, tout ce qui est eau, électricité, etc., depuis 5 ans, sans aucune détection. Là, si tu mets ça dans un film, ben, c'est Bob dans son sol chez sa mère qui a fait ça tout seul en 5 minutes. Là. C'est ça la différence. Là. Sont 1 millier de personnes qui ont passé des années à faire ça. Ça se fait, mais c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Puis ça dépend de l'intérêt. Tu sais, un criminel qui veut faire ça pour 50 000 $ versus un pays qui dit, moi, je vais aller voler toutes les données de la NASA ou peu importe. C'est pas la même game. Tout à fait. Écoute, ces pays-là, ils ont des entrepôts, des gros entrepôts, ça a l'air, avec des milliers de hackers qui travaillent pour le gouvernement pour obtenir des données sensibles. La Chine, je pense que ça s'élève à 100 ou 200 000 personnes dédiées juste à ça.
Le Canada, si on en a 4 ou 5, c'est peut-être bon. Là. Oui, le Canada, je pense qu'il s'amuse plus à rentrer dans les dildos. Patrick Mathieu, cofondateur du Hackfest, merci beaucoup. Tout le temps un plaisir de te parler. Merci. Salut. Ouais. Bonne journée.